1985, au début de la saison chaude. Underwood, une petite ville du Minnesota entourée de paysages pittoresques, une cascade, un lac et des champs agricoles à perte de vue. Dans ce coin tranquille, loin de l'agitation urbaine, vivait Sarah Ann Reardon. Comme beaucoup de ses pairs, elle aimait passer du temps avec ses amis, s'amuser et aller à l'école. Sarah était grande et très mince, ce qui poussait certains camarades de classe à la taquiner en l'appelant « haricot ». Cependant, cela ne l'empêchait pas de rester joyeuse, sociable et amicale. Pour les personnes extérieures, il semblait que tout allait pour le mieux dans la vie de Sarah. Son sourire illuminait littéralement la vie des autres. Pourtant, au-delà des limites de la ville, dans une ferme située à 6 km d'Underwood, la vie de Sarah était bien différente. Elle y vivait avec son père John, sa belle-mère Merlin et 10 demi-frères et sœurs. La famille Reardon vivait dans un appartement exigu où tous les membres de la famille avaient à peine de la place. John et Linda Reardon se sont séparés en 1970. Après la séparation, John a pris en charge 5 enfants. 5 ans plus tard, il s'est lié à Merlin, qui avait déjà 4 enfants. Dans la nouvelle union de John et Merlin, 2 jeunes enfants sont venus s'ajouter. La mère de Sarah ne participait pas à son éducation. Lorsque le père de Sarah a fondé une nouvelle famille, Sarah a dû s'habituer à vivre avec les enfants de Merlin. Le chef de famille, John Reardon, se distinguait par sa grande taille et sa minceur. Il gagnait sa vie en réparant des appareils. Les voisins le décrivaient comme une personne agréable et ouverte, avec qui on pouvait toujours avoir une conversation chaleureuse. L'homme travaillait beaucoup et se rendait souvent dans les fermes pour réparer les pneus des tracteurs et des camions. Sarah était sa seule fille biologique issue de son premier mariage et il l'adorait. De plus, Sarah ressemblait beaucoup à sa mère, la première épouse de John. Sarah se trouvait dans une situation difficile, devant assumer des responsabilités inhabituelles pour son âge. En plus de l'école, elle aidait son père à l'atelier et effectuait des tâches ménagères sous la direction de Marilyn, la nouvelle femme de son père. La relation entre Sarah et Marilyn était loin d'être idéale. Peut-être était-ce dû au fait que Sarah restait la préférée de son père John. Marilyn traitait Sarah différemment des autres enfants, se montrant excessivement sévère et la chargeant constamment de travaux ménagers. Les difficultés ne se limitaient pas à Marilyn. Sarah avait souvent des désaccords avec son demi-frère aîné, Jeff. Jeff, qui avait récemment abandonné l'école, montrait un caractère difficile et causait fréquemment des problèmes à Sarah. Leur relation était extrêmement tendue. Toute la famille sentait l'atmosphère de la maison se tendre progressivement. Dans cette situation, l'école était devenue pour Sarah une sorte de refuge où elle pouvait se distraire des problèmes à la maison. Sarah se distinguait par son intelligence vive et ses succès scolaires. Elle aimait particulièrement les sciences exactes et consacrait son temps libre à la course et au saut. Sarah restait enthousiaste après les cours pour s'entraîner ou travailler sur des projets intéressants. Son souhait le plus cher était de se consacrer à l'aide aux personnes, peut-être en tant que médecin ou pédagogue. Le 20 mai 1985 était chaud et clair. C'était la dernière semaine du trimestre scolaire. Il ne restait que 4 jours avant le début des vacances tant attendues. Sarah se rendit à l'école comme d'habitude. Elle portait des baskets jaunes, un jean et un t-shirt avec un motif d'ours en peluche. Après les cours, Sarah et son ami Joe décidèrent de rester plus longtemps pour travailler sur un devoir de gestion domestique. Ensuite, elles se rendirent dans un magasin local appelé Undermart, situé près de l'école. Cet endroit était populaire parmi les élèves qui s'y arrêtaient souvent pour acheter des bonbons et des snacks. Dans le magasin, les amis achetèrent des ballons et firent des plans pour le lendemain. Elles voulaient remplir les ballons d'eau et organiser un jeu joyeux. Après leur shopping,
les amis passèrent du temps sur l'aire de jeu derrière l'école, plaisantant et discutant des plans pour le lendemain. Vers 5h30, l'ami de Sarah contacta sa sœur et lui demanda de venir la chercher. La sœur arriva à l'école, récupéra Joe et proposa à Sarah de l'emmener aussi, mais celle-ci refusa, expliquant que son père viendrait la chercher. Après le départ de Joe, Sarah resta seule à attendre son père. Sarah resta un moment près de l'école, mais John n'apparut pas. Supposant que son père avait été retenu au travail, elle décida de rentrer seule à la maison. Elle devait parcourir 6 kilomètres sur une route de banlieue qui menait vers l'est. Ce trajet modeste était entouré d'arbres et de collines. La circulation n'y était pas très intense, les voitures ne passèrent que rarement. Ce jour-là, quelques habitants d'Underwood passèrent en voiture devant Sarah. Tous lui proposèrent de la raccompagner, mais elle refusa, expliquant qu'elle attendait son père. De plus, elle appréciait de se promener au grand air par cette chaude journée de printemps. L'horloge de la maison des Reardon sonna 7h du soir. Marilyn regardait la porte avec inquiétude. Sarah n'était toujours pas rentrée. Normalement, elle était déjà de retour à cette heure-là, même quand elle rentrait à pied. Soudain, le téléphone sonna. C'était John qui demandait s'il devait acheter quelque chose. Quand il apprit le retard de Sarah, il rentra immédiatement à la maison. Le temps passait, et Sarah n'apparaissait pas. L'inquiétude grandissait. Marilyn et le fils aîné Jeff décidèrent sans de partir à sa recherche, tandis que John restait à la maison au cas où il y aurait un appel. Ils parcoururent la région et contactèrent des amis de la famille, mais sans succès. Ce n'était pas du tout dans les habitudes de Sarah. Elle rentrait toujours ponctuellement après les cours. Quand toutes les tentatives pour retrouver Sarah échouèrent, la famille se tourna vers le bureau du shérif local. John Reardon signala la disparition de sa fille, qui n'était pas rentrée à l'heure habituelle. Il exprima la crainte qu'il lui soit arrivé quelque chose. Peut-être avait-elle trébuché en chemin et avait-elle besoin d'aide. Dès que la disparition de Sarah fut connue, les enquêteurs locaux commencèrent immédiatement les recherches. Ils demandèrent aux proches de remplir les documents nécessaires et diffusèrent l'information dans les localités environnantes. Les agents expérimentés savaient que dans de tels cas, différents scénarios devaient être envisagés, d'un départ volontaire dû à des problèmes familiaux jusqu'à des possibilités plus inquiétantes. Dans de telles situations, on vérifie habituellement d'abord l'entourage de la personne disparue. Il s'avère souvent que ceux qui sont impliqués dans la disparition sont justement ceux qui se trouvaient à proximité immédiate. Les enquêteurs établirent ce que le jour où la trace de la jeune fille se perdit, son père, John Reardon, s'était rendu dans une ferme voisine pour des affaires, tandis que sa mère, Merlin, avait passé toute la journée au travail. Un détail important était que la disparue avait passé du temps avec son ami Joe après les cours. Sans hésiter, les enquêteurs se mirent en route pour lui parler. Joe décrivit en détail comment elles avaient passé le temps ensemble et décrivit ce que son ami portait ce jour-là. Le lendemain, toute l'école d'Underwood était en émoi à cause de l'absence de Sarah. Tout le monde se demandait avec confusion ce qui avait pu se passer et pourquoi elle n'était pas apparue. Peu croyaient à la version d'un départ volontaire. Des pensées inquiétantes sur un possible malheur s'insinuaient dans les esprits. Bientôt, la nouvelle de la disparition de Sarah se répandit dans toute la ville. Environ 30 volontaires, une unité montée du bureau du shérif et des chiens spécialement entraînés se joignirent aux recherches. Même un hélicoptère fut utilisé dans cette opération. La cantine de l'école d'Underwood se transforma en centre de coordination pour les groupes de recherche. L'aide était proposée par tous, des connaissances et des parfaits étrangers. Des milliers de tracts avec le portrait de Sarah furent envoyés dans les localités de tout le pays. Les habitants de la ville distribuaient ces annonces et ratissaient les champs environnants. Underwood semblait être devenu une grande famille,
où chacun essayait d'apporter sa contribution à la cause commune. Les gens ne perdaient pas espoir et croyaient qu'ils retrouveraient Sarah et la ramèneraient saine et sauve à la maison. John, le père de Sarah, n'abandonnait pas et participait activement à la recherche de sa fille. Il fit appel à l'aide via la télévision et exprima la profonde inquiétude de la famille. « Nous sommes tous très inquiets et voulons savoir ce qui s'est passé. » Les volontaires unissaient leurs forces à celles des enquêteurs et fouillaient soigneusement les environs de la ville. Malheureusement, sans succès. Avec le temps qui passait, les autorités s'inquiétaient de plus en plus quant à une issue heureuse de la situation. Les habitants d'Underwood essayaient d'aider de toutes les manières imaginables, mais peu à peu l'inquiétude s'emparait de la ville. Après l'incident avec Sarah, les rues semblaient désertes. Les parents s'efforçaient de ne pas laisser leurs enfants sans surveillance et les accompagnaient partout. Malheureusement, de telles histoires n'étaient plus rares dans les nouvelles au moment de la disparition de Sarah. Bien que les personnes disparues puissent souvent être retrouvées, il y avait parfois aussi des issues tragiques. Dans les années 80, les autorités prirent des mesures décisives et développèrent une nouvelle stratégie pour la recherche des personnes disparues. L'une des innovations était de placer des photos des disparus sur les emballages de lait ou les bouteilles de limonade, afin d'attirer l'attention du public et d'augmenter les chances de les retrouver. L'histoire de Sarah Reardon a commencé à une époque où la société commençait tout juste à utiliser de nouvelles méthodes pour rechercher les personnes disparues. En 1984, des photos de personnes disparues sont apparues pour la première fois sur des emballages de lait. Le premier de ces portraits était celui d'Ethan Patz, dont le sort était inconnu depuis plusieurs années déjà. Tout a commencé un vendredi ordinaire, le 25 mai 1979. Ethan se rendait seul à l'école pour la première fois. Son itinéraire ne devait couvrir que 2 pâtés de maison jusqu'à l'arrêt de bus à l'intersection de West Broadway et Spring Street. Ce jour-là, il était entièrement vêtu de bleu, chapeau, chemise, jean et basket. Mais quelque chose s'est mal passé et Ethan n'a pas atteint le bus. Lorsqu'il n'est pas rentré à la maison après l'école, sa mère, rongée par l'inquiétude, s'est adressée à la police. Dès le soir même, des recherches intensives ont commencé. Environ une centaine de policiers et des chiens spécialement entraînés se sont mis en route. Les recherches d'Ethan ont duré plusieurs semaines. Au début, l'attention des enquêteurs s'est portée sur la famille Patz, mais il est vite devenu clair que les parents n'avaient rien à voir avec l'incident. Toute la ville s'est unie dans l'effort pour retrouver le disparu. Des affiches d'information avec la photo d'Ethan ont été placardées partout, mais malheureusement, cela n'a pas donné les résultats escomptés. Le père d'Ethan, Stan Patz, qui travaillait comme photographe, a utilisé ses compétences professionnelles pour aider aux recherches. Il a diffusé de nombreux clichés de son fils, qui sont apparus non seulement sur des affiches et des emballages de lait, mais aussi sur les grands écrans de Times Square. Cet incident a été le point de départ d'un mouvement visant à aider dans des situations similaires. Il a conduit à l'introduction de nouvelles lois et méthodes pour la recherche de personnes disparues. Ethan Patz a été le premier dont l'image est apparue sur un emballage de lait pour attirer l'attention du public. En 1983, le président Ronald Reagan a déclaré le 25 mai comme journée spéciale de commémoration. Cette date a été choisie en l'honneur du jeune Patz, dont le sort est resté inconnu. Ce jour-là, les gens se souviennent de ceux qui sont portés disparus, ainsi que de ceux qui ont été retrouvés. Peu après, on a commencé à placer des photos de personnes disparues sur les emballages de lait à travers tout le pays. Revenons à l'histoire de Sarah. Les habitants d'Underwood croyaient que de tels événements tristes ne se produisaient que dans les métropoles bruyantes, mais pas dans leur calme région rurale. Cependant, le cas de Sarah a changé leur point de vue.
Les autorités locales ont décidé de suivre l'exemple des emballages de lait. Elles ont commencé à apposer la photo de Sarah sur des bouteilles de 2 litres de Pepsi vendues dans le Minnesota et les États voisins. Ces images servait de rappel constant que la recherche de Sarah était toujours en cours. Chaque jour, de nombreux signalements arrivaient au poste de police. Les gens appelaient avec différentes informations. Certains avaient pas remarqué quelque chose, d'autres avaient entendu quelque chose, et certains partageaient simplement leurs suppositions. Les enquêteurs s'efforçaient soigneusement de séparer les indices utiles des rumeurs vides. Ils vérifiaient chaque indice, mais toutes les tentatives restaient infructueuses. 2 jours après la disparition de Sarah, l'un des habitants a rapporté quelque chose d'intéressant. Il roulait sur la même route et a remarqué une jeune femme qui marchait sur le bord de la route. Selon ses dires, après l'avoir dépassée, il a vu une Chevrolet verte devant lui. La voiture avançait lentement, comme si elle voulait tourner vers la ferme. Mais lorsque le voisin a continué à rouler, il a remarqué que le véhicule avait changé de direction et se dirigeait vers la jeune femme. C'était exactement l'indice que les enquêteurs attendaient. Ils ont décidé de retrouver le conducteur de la Chevrolet à tout prix. L'enquête sur la mystérieuse disparition de Sarah Reirnan se poursuivait. Les enquêteurs ont dressé de longues listes de plaques d'immatriculation de véhicules verts similaires au modèle décrit. Il y en avait des centaines dans tout l'État. Parallèlement à ce travail fastidieux, diverses suppositions des habitants arrivaient. Certains ont émis la théorie que Sarah aurait pu être emmenée par sa mère séparée. Cependant, cette supposition n'a pas été confirmée. Des signalements plus inhabituels sont également arrivés. Quelqu'un affirmait avoir vu la jeune femme au Texas, d'autres dans un café de rue dans l'Iowa. Il y a même eu des rapports sur sa présence supposée dans le Montana. Les enquêteurs vérifièrent soigneusement chaque information reçue, mais sans succès. Pendant ce temps, les habitants de la ville continuaient d'attendre anxieusement des nouvelles. 7 longues semaines s'étaient déjà écoulées depuis que Sarah avait disparu sans laisser de traces. Le 6 juillet 1985, il y eut un tournant inattendu. Un fermier d'une ville voisine, située à environ une demi-heure de route d'Underwood, a remarqué le comportement étrange de ses vaches. Pour une raison quelconque, les animaux évitaient une certaine zone du pâturage où avaient poussé des herbes hautes et des chardons. Un jour, un habitant a décidé d'explorer un terrain abandonné à proximité. Près de cet endroit coulait un large fossé de drainage. En s'approchant de l'herbe dense, il aperçut une odeur étrange. En regardant dans le fossé, l'homme a fait une découverte inquiétante. Il y avait quelque chose là, vêtu d'un t-shirt rose avec 2 ours en peluche dessinés dessus. Il s'est avéré que c'était Sarah Reirdan, portée disparue. La nouvelle de la découverte sur le terrain abandonné a secoué toute la région. La longue recherche de Sarah Reirdan s'est terminée de la manière la plus triste. Les gens ne pouvaient pas contenir leurs émotions et demandaient des réponses sur l'incident. Beaucoup d'efforts et de temps avaient été consacrés à la recherche. Les enquêteurs ont mené une enquête approfondie. Ils ont remarqué des traces d'impact d'un objet sur la tête. Le t-shirt de Sarah présentait un petit dommage circulaire. Celui-ci correspondait aux marques sur la peau du ventre. Tout indiquait que Sarah avait subi quelque chose de terrible et que son décès n'était pas naturel. Les habitants d'Underwood se sont rassemblés pour rendre un dernier hommage à Sarah. Le gymnase de l'école locale pouvait à peine contenir la foule des présents. L'atmosphère était empreinte de chagrin. Les habitants de la ville avaient du mal à accepter les tristes circonstances dans lesquelles la vie de la jeune femme avait pris fin. Des camarades de classe ont laissé des messages émouvants et se sont souvenus du caractère joyeux de Sarah. La famille en était profondément bouleversée. Lors de la cérémonie d'adieu, le père de Sarah, John Reirdan, a dit avec une émotion non dissimulée « Je ne peux pas croire que quelqu'un ait pu faire une chose pareille. Le coupable doit être tenu responsable de ses actes. » Sarah a été enterrée dans le cimetière de l'église luthérienne
au nord d'Underwood. Après avoir fait ses adieux à la jeune femme, la communauté locale s'est unie dans l'effort de trouver celui qui était responsable de cet incident tragique. Les enquêteurs étaient complètement absorbés par cette affaire. Ils y consacraient là presque tout leur temps, travaillant de nombreuses heures chaque jour. La tâche principale consistait à trouver un véhicule vert d'une certaine marque qui, selon le témoignage d'un témoin oculaire, s'était dirigé vers Sarah ce jour fatidique. Ce témoin s'était auparavant adressé aux forces de l'ordre et avait signalé la voiture qu'il avait remarquée sur la route où Sarah rentrait chez elle. Après de longues recherches, les enquêteurs ont réussi à retrouver la trace du propriétaire de ce véhicule. Sans perdre de temps, ils ont mené un entretien avec le conducteur pour connaître les détails de son itinéraire. À leur surprise, l'homme se souvenait non seulement de ce trajet, mais confirmait également qu'il avait effectivement fait demi-tour près de la ferme. Cependant, lorsque les enquêteurs ont essayé de faire correspondre son récit avec les informations disponibles, ils se sont heurtés à un obstacle inattendu. L'histoire de Sarah a commencé le 20 mai, un lundi. Au début, un conducteur de Chevrolet a attiré l'attention, mais il s'est vite avéré qu'il avait emprunté la route en question un jour plus tôt, le 19 mai, un dimanche. Les forces de l'ordre ont pu confirmer ces déclarations, et cette piste qui semblait prometteuse n'a pas permis de faire avancer l'enquête. Le mois d'août 1985 est arrivé. Un mois s'était écoulé depuis que Sarah avait été retrouvée dans un état qui avait profondément choqué tous ceux impliqués, mais l'enquête piétinait toujours. Pendant ce temps, John Reardon s'efforçait d'attirer l'attention de la société sur le problème des mineurs disparus. Il est devenu en quelque sorte la voix de tous les parents touchés par un malheur similaire. L'homme communiquait activement avec les médias et collaborait avec le procureur général du Minnesota. Il a participé à la création d'une organisation pour les familles qui avaient perdu leurs enfants et voulait diriger les opérations de recherche. Mais le temps passait inexorablement. Et chaque jour qui passait, l'espoir des enquêteurs de résoudre le mystérieux cas de Sarah s'amenuisait. Les enquêteurs se trouvaient dans une impasse après avoir épuisé toutes les théories possibles. Mais il y eut alors un tournant inattendu dans l'affaire. Peu avant la disparition de Sarah, son carnet avait été trouvé à l'école et il n'avait été examiné en détail que maintenant. Le contenu des notes a choqué tout le monde. Il est devenu clair que Sarah souffrait de grands tourments émotionnels. Elle écrivait sur ses peurs et suppliait une personne inconnue de ne plus lui faire de mal. Ces notes, ainsi que les fréquents séjours de Sarah à l'école après les cours, indiquaient une situation difficile à la maison. Inquiétés par ces nouvelles informations, les autorités ont décidé d'examiner plus attentivement la situation au domicile de Sarah. L'attention s'est rapidement portée sur un parent qui n'avait pas montré d'empressement particulier dans la recherche de Sarah. Il s'agissait de son demi-frère Jeff. On savait que Sarah n'avait pas de bonnes relations avec les nouveaux membres de la famille, en particulier avec Jeff. En tant qu'aîné, il se comportait de manière peu amicale envers Sarah. C'est peut-être à cause de cette personne que des nuances sombres apparaissaient dans le journal de Sarah. On ne peut exclure que le demi-frère ait pu nourrir de mauvaises intentions. Il était possible que Jeff ait rencontré Sarah sur le chemin du retour et que quelque chose d'irréversible se soit produit. Lorsque Jeff a été invité à un entretien, il est d'abord resté silencieux. Cependant, sous la pression des enquêteurs, il a révélé un secret de famille troublant. Il s'est avéré qu'il y a quelques années, Jeff avait tenté de persuader Sarah de se livrer à des actes inappropriés. Cette information a profondément choqué les enquêteurs. Ils ont demandé si Jeff était impliqué dans la disparition de Sarah, mais il a insisté sur son innocence. Les enquêteurs, de leur côté, ont compris que Jeff n'était pas physiquement capable d'exécuter le plan, et ce qui n'est pas moins important, de cacher des traces à une distance de 50 km de chez lui. Il n'avait ni permis de conduire, ni accès à un véhicule. De plus,
Merlin et d'autres membres de la famille ont confirmé que Jeff était à la maison le soir de la disparition de Sarah. Les forces de l'ordre ont décidé de vérifier une fois de plus ce que faisaient les membres de la famille le jour de l'incident. Au début de l'enquête, ils avaient qu'à ça déjà interrogé les proches de Sarah sur leurs activités le soir du 20 mai. À l'époque, il semblait que tout le monde avait une confirmation de ces déclarations. Cependant, par précaution, il a été décidé de parler à nouveau aux frères et sœurs de Sarah. Et c'est à ce moment-là que l'affaire a pris un tournant inattendu. Lors de la nouvelle conversation avec les demi-sœurs de Sarah sur les événements du 20 mai, les enquêteurs ont appris une autre situation familiale encore plus troublante. L'une des sœurs a partagé des informations sur le comportement inapproprié de leur beau-père John envers Sarah. Les enquêteurs étaient choqués. Personne ne s'attendait à un tel développement. Sans perdre de temps, ils ont décidé de parler immédiatement à John. Ils l'ont contacté sans mentionner la conversation avec les sœurs et ont convenu d'une rencontre chez lui après sa journée de travail. Lorsque John Reardon est rentré chez lui, les enquêteurs ont immédiatement commencé à lui poser des questions gênantes sur sa relation avec sa fille Sarah. Au début, John a tout nié, mais peu à peu, il a commencé à admettre certains faits. Il a d'abord parlé d'un incident unique, mais vers la fin de la conversation, il mentionnait déjà 10 ou 20 épisodes. Il s'est avéré que John Reardon avait abusé de sa position dans la famille. L'homme qui avait aidé les forces de l'ordre tout l'été était maintenant au centre de l'enquête. Au cours de la conversation avec les enquêteurs, John a admis avoir poussé Sarah à des actes inappropriés, mais a insisté sur le fait qu'il n'avait rien à voir avec sa disparition. Il répétait constamment : « Vous devez trouver celui qui a fait du mal à ma fille. » Les enquêteurs ont compris qu'il serait difficile de prouver la culpabilité de John sans son aveu complet. Il se trouvait face à une situation où une personne admet partiellement ses actes illégaux, mais nie toute implication dans un incident plus grave. Au début, il semblait que John avait un alibi inattaquable. Les enquêteurs ont découvert que le jour où Sarah a cessé de donner signe de vie, John était dans une ferme de la ville voisine, réparant des machines agricoles. À première vue, il ne pouvait physiquement pas être à Underwood au bon moment. Cependant, lorsque de nouveaux faits sont apparus dans l'histoire de Sarah, les forces de l'ordre ont décidé de parler à nouveau au fermier qui avait confirmé la présence de John. Ils ont demandé à voir l'endroit exact où Reardon avait travaillé ce jour-là. Étonnamment, il s'est avéré que la ferme n'était qu'à 6 km de l'endroit où Sarah avait été vue pour la dernière fois. Cette découverte a donné matière à réflexion. Il était tout à fait possible que John ait eu assez de temps pour quitter brièvement le champ et se trouver sur cette même route où Sarah marchait. Après avoir obtenu des informations supplémentaires, les enquêteurs ont de nouveau invité John Reardon à un entretien. Ils lui ont encore demandé s'il était lié à l'incident arrivé à Sarah. Étonnamment, John a répondu d'une manière assez inhabituelle. Il a dit : « Je veux moi-même clarifier cette affaire. Je dois découvrir ce qui s'est réellement passé. » Il a admis la possibilité de son implication, mais a affirmé ne pas se souvenir des événements. Des experts en psychologie ont suggéré que John pourrait souffrir d'un état particulier où une personne perd des souvenirs personnels en raison d'un stress intense ou d'une expérience traumatisante. Dans ce cas, la capacité à assimiler de nouvelles informations reste intacte. Pour aider John à reconstituer les événements, il lui a été suggéré de prendre un médicament spécial qui réduit la concentration et rend difficile la déformation des faits. De plus, on ne le laissait pas se reposer et on le maintenait éveillé avec des boissons contenant de la caféine. Des experts en comportement ont essayé de décoder les réponses de John pendant la conversation. Au regret de tous les présents, il n'a fait que répéter son aveu de comportement inapproprié. Les enquêteurs étaient dans une impasse. De manière inattendue, un représentant de l'agence fédérale qui observait le processus a posé à John une question sur les derniers mots de Sarah.
John Rearder a répondu « Je t'aime, papa ». La conversation s'est terminée là. Après l'entretien, Reardan a demandé aux enquêteurs de vérifier la boîte à outils dans sa voiture. Il s'y trouvait un objet qui pourrait porter des traces. Il s'est avéré que Reardan avait rencontré Sarah sur le chemin du retour. Ils ont roulé quelques kilomètres jusqu'à un bâtiment abandonné. Ce jour-là, Sarah a dit à son père qu'elle ne voulait pas continuer la relation qu'ils avaient eue jusqu'alors. Elle devenait adulte et aspirait à une vie normale. Ces refus ont provoqué des réactions négatives chez son père. Cela a eu des conséquences tragiques pour Sarah. Ce soir-là, alors que les autres membres de la famille étaient assis à dîner et regardèrent la télévision, Sarah s'est retrouvée dans une situation terrible, dont John, son propre parent, était responsable. Après l'incident, John est rentré à la maison comme si de rien n'était. À ce moment-là, Marilyn commençait déjà à s'inquiéter de l'absence de Sarah. Elle est partie à sa recherche avec Jeff, tandis que John promettait de rester à la maison près du téléphone. Au lieu de cela, il est retourné là où il avait laissé Sarah. Il l'a enveloppée dans un tapis et l'a laissée dans un fossé au bord de la route. Après un certain temps, les enquêteurs ont enfin appris la vérité sur les événements de cette journée fatidique du 20 mai 1985. Peu après la confession de John Reardan, cette information s'est répandue dans toute la ville. Les habitants étaient choqués et indignés. Ils se sentaient trompés. Depuis la disparition de Sarah, John était souvent apparu dans les journaux et à la télévision. Dans ses apparitions, il demandait de l'aide pour retrouver sa fille. Il s'est avéré qu'il avait tout ce temps honteusement induit tout le monde en erreur. L'histoire de la famille Reardan a pris un tournant inattendu lorsque Marilyn a décidé de mettre fin à son mariage avec John, malgré ses promesses antérieures de soutien. Au printemps 1986, le tribunal a prononcé une lourde peine contre John Reardan en lien avec l'affaire Sarah. Par une coïncidence étonnante, son ex-femme, Marilyn, a épousé un autre homme le même jour. Quelques mois plus tard, à l'été de la même année, Marilyn Nagel, l'ex-femme de John, a avoué son implication dans la situation défavorable autour de Sarah. Elle a affirmé avoir eu des soupçons concernant le comportement inapproprié de Reardan envers Sarah, mais n'avoir pas eu de preuves directes. Le tribunal a condamné Nagel à une peine avec sursis et l'a obligé à suivre une thérapie. John Reardan, maintenant âgé de plus de 60 ans, continue de purger sa peine dans un établissement correctionnel du Minnesota. Au milieu des années 90, il a tenté de contester le verdict avec l'aide d'une femme qu'il avait rencontrée et épousée en prison. Son nom était Bettila Hodar, mais on l'appelait souvent Bible Betty, en raison de son travail d'évangéliste en prison. Le mariage de Reardan et Hodar a duré jusqu'en 2004. Selon la nécrologie, Bettila est décédée en 2011. Le destin de Sarah Ann Reardan a laissé des traces profondes dans les cœurs des habitants d'Underwood. Après le procès en 1986, les habitants ont essayé de tourner la page sur ce sombre chapitre de l'histoire de leur petite ville. Mais 5 ans plus tard, John est apparu de manière inattendue à la télévision. Dans l'émission Confession ouverte, l'animateur lui a posé une question sur sa fille. La réponse de John a choqué par son insensibilité. « Honnêtement, je ne pense pas souvent à Sarah. On ne peut pas changer le passé après tout. » Les tristes événements concernant Sarah ont d'abord profondément secoué les habitants d'Underwood, mais paradoxalement, ils les ont ensuite soudés. Même aujourd'hui, des années plus tard, ses camarades de classe se souviennent avec affection de son sourire radieux et de son rire contagieux. Bien qu'ils aient depuis longtemps leur propre famille, l'image de Sarah vit dans leur mémoire comme un symbole de persévérance et de détermination. Ils se souviennent d'elle comme d'une jeune femme qui a trouvé la force de s'opposer aux actes répréhensibles d'un proche, malgré son jeune âge.
un appel précoce au service de secours a lancé la recherche inquiétante d'un petit garçon. L'issue de cette histoire a bouleversé tous les concernés. Le matin du 13 octobre 2015, un opérateur dans la ville de Haddon, New Jersey, a reçu un appel du jeune homme de 22 ans, David Kriat. Le jeune homme, visiblement agité, a rapporté qu'en se réveillant, il n'avait pas trouvé son fils de 3 ans, Brandon, à la maison. David soupçonnait que le petit aurait pu ouvrir la porte de leur appartement au premier étage et quitter la maison pendant la nuit. David a alors appelé la mère de l'enfant, la jeune femme de 21 ans, Samantha Denato. En entendant la nouvelle, Samantha est sortie de chez elle sans hésiter. Pieds nus, elle laisse monter au volant et a conduit chez David. Elle conduisait comme dans un brouillard, incapable de comprendre comment une telle chose avait pu arriver. Après tout, Brandon n'avait jamais essayé de s'enfuir et avait même peur de l'obscurité. Samantha et David s'étaient rencontrés alors qu'ils étaient encore étudiants. Peu de temps après avoir obtenu leur diplôme, Samantha est tombée enceinte et le couple a décidé de se marier. David était impatient de voir naître son premier enfant. Brandon a grandi comme un garçon joyeux et plein d'énergie. Cependant, en 2014, Samantha a découvert l'infidélité de son mari et a demandé le divorce. Malgré leur séparation, les ex-époux ont maintenu une bonne relation pour le bien de leur fils. David adorait Brandon et l'emmenait régulièrement chez lui les week-ends, se montrant un père attentionné. Le 12 octobre 2015 semblait être un jour ordinaire. Comme toujours, David est allé chercher son fils. Personne ne pouvait imaginer que quelque chose d'inattendu allait bientôt se produire. Soudain, il y eut une effervescence à la station de police. Des informations préoccupantes sur la disparition d'un garçon sont arrivées. Un groupe de recherche a été rapidement organisé. Patrouille de police, maître chien avec des chiens et volontaires locaux. Tous comprenaient que le temps jouait contre eux. Chaque minute comptait. L'enquêteur a rencontré le père du garçon, David Kriato. Il était évident que l'homme était très inquiet. Il a raconté qu'il avait vu son fils pour la dernière fois la veille au soir, lorsqu'il l'a couché. Quand David s'est réveillé vers 6 heures du matin, il a décidé d'aller voir l'enfant. En entrant dans la chambre, il a trouvé le lit vide. Après avoir fouillé l'appartement, le père a réalisé avec horreur que Brandon avait disparu. Le premier examen n'a révélé aucun signe d'effraction à la porte d'entrée. De plus, l'inspection ultérieure n'a rien trouvé d'inhabituel dans la maison. Cela a déconcerté les enquêteurs. Entre-temps, des recherches intensives ont été menées dans les environs. Une pantoufle de Brandon a été donnée au maître chien pour que le chien puisse suivre une piste. Le chien, qui avait senti l'odeur, a conduit son maître avec assurance le long de la route vers une zone boisée proche. À la lisière de la forêt, le chien a découvert un sentier à peine visible. En le suivant, ils ont descendu une colline et sont arrivés à un petit ruisseau. Le regard du maître chien s'est arrêté involontairement sur une scène troublante au bord de l'eau. Dans l'eau, on pouvait voir une silhouette immobile, identifiée avec horreur comme étant Brandon Kriat, longtemps porté disparu. La nouvelle de la fin des recherches a immédiatement attiré l'attention des journalistes locaux qui ont bientôt entouré le lieu. Les enquêteurs arrivés sur les lieux du crime ont été confrontés à une scène déconcertante. Brandon se trouvait dans une position inhabituelle dans l'eau. Il portait un pyjama et des chaussettes, mais la partie inférieure de ses vêtements était en désordre. L'œil exercé de l'enquêteur a immédiatement remarqué un détail étrange. Les chaussettes de Brandon semblaient étonnamment propres, ce qui ne correspondait en rien à l'environnement. Les circonstances dans lesquelles Brandon a été trouvé indiquaient qu'il n'avait pas pu arriver là tout seul. Le long séjour dans l'eau avait détruit de nombreuses preuves importantes,
et rien n'a été trouvé à proximité qui aurait pu aider dans l'enquête. L'espoir reposait maintenant sur les résultats de l'examen médical. Les enquêteurs étaient désormais confrontés à la tâche difficile d'informer les proches du garçon de ce qui s'était passé. La première à l'apprendre fut Samantha, la mère de Brandon. Lorsqu'elle a entendu la nouvelle, elle est restée figée de peur et n'a pas pu prononcer un mot. Le père du garçon, David, a réagi de manière plus violente. Malgré son état, les enquêteurs lui ont demandé de se calmer et de raconter le dernier jour passé avec son fils. Après s'être un peu calmé, David a raconté. Avant de se coucher, il avait lu des contes à son fils, l'avait bordé et l'avait mis au lit. Dans la pièce voisine, il a entendu le garçon murmurer quelque chose pour lui-même, puis tout est devenu silencieux. Après s'être assuré que son fils s'était endormi, David a essayé d'appeler sa petite amie, qui étudiait à New York, mais sans succès. Pensant qu'elle dormait déjà, il est allé se coucher aussi. Selon Samantha Donata, Brandon avait très peur du noir et n'aurait jamais quitté la maison sans la permission de son père. Cela a conduit les enquêteurs à soupçonner que quelqu'un aurait pu pénétrer dans la maison et emmener l'enfant. À la recherche d'indices, les policiers ont interrogé les voisins et les habitants. Pendant ce temps, d'autres enquêteurs ont cherché des enregistrements de caméras de surveillance à proximité du lieu de l'incident. Ils ont réussi à trouver une caméra à environ 70 mètres du point requis. En examinant les images, les enquêteurs ont tenté de découvrir Brandon ou quelqu'un près de lui, recherchant la lumière d'une lampe de poche ou d'autres indices pour comprendre ce qui s'était passé cette nuit fatidique. Malheureusement, l'examen de la vidéo n'a donné aucun résultat. Cependant, ce n'était pas la seule déception dans cette affaire. 3 experts différents ont examiné l'état de Brandon, mais à la surprise des enquêteurs, ils n'ont pas pu parvenir à une conclusion commune sur les circonstances exactes de l'incident. Ils ont seulement supposé que le manque d'air aurait pu être la cause. Comment cela s'est produit exactement? Personne n'a pu le dire avec certitude. De plus, malgré la position inhabituelle des vêtements de Brandon lors de sa découverte, aucun des experts n'a effectué d'enquête supplémentaire. Cette négligence des spécialistes allait jouer un rôle plus tard dans cette affaire. 10 jours après la découverte de Brandon Creat, les enquêteurs ont décidé d'examiner le téléphone du père de Brandon sans preuve physique. La police a saisi le téléphone portable de David Creat pour examiner ses messages, appels et tout ce qui pourrait aider à l'enquête. En examinant le téléphone, les enquêteurs ont remarqué que David avait appelé 10 fois sa petite amie de 17 ans, Julia Stansky, la nuit précédant la disparition de son fils. Les experts ont découvert environ 9000 messages entre eux. En lisant la correspondance, ils ont remarqué que le couple avait une relation chaleureuse, mais tout a changé après que Julia a été acceptée à l'université et a déménagé à New York. Graduellement, leur communication est devenue de plus en plus tendue. La relation entre Julia et David devenait de plus en plus tendue. Elle laissait souvent entendre qu'elle voulait mettre fin à leur relation et mentionnait d'autres prétendants. Ces messages provoquaient de vives réactions et des sentiments intenses chez David. Ce qui inquiétait particulièrement, c'était l'insatisfaction de Julia quant au temps que David passait avec Brandon et avec Samantha, la mère de l'enfant. Julia exprimait ouvertement son aversion pour les enfants et son malaise face à la présence de Brandon. Pourtant, David insistait sur le fait que son fils ferait toujours partie de sa vie. Après avoir examiné cette correspondance, les enquêteurs ont décidé de parler à Julia Stansky. Il s'est avéré qu'elle était à Aden le week-end où Brandon a eu son accident. Cependant, Julia a affirmé avoir quitté la ville le 12 octobre tôt le matin à 6h48 dans le train express pour New York. Quand on a parlé de Brandon, Julia a immédiatement admis qu'elle n'avait pas d'affection particulière pour lui. Elle a raconté qu'elle avait, dès le début, fait connaître à David sa position sur les enfants. Selon ses dires, elle réprimait ses sentiments négatifs lors des rencontres avec Brandon.
mais exprimait toujours à David ses objections quant à la nécessité de communiquer avec l'enfant. Cette attitude envers Brandon a semblé inhabituelle aux enquêteurs. Ils soupçonnaient que Julia Stansky pourrait avoir quelque chose à voir avec la disparition mystérieuse de l'enfant. Cependant, après avoir vérifié son alibi, ils étaient convaincus qu'au moment critique, elle ne pouvait pas être physiquement près de Brandon. Les enregistrements des caméras de la gare du matin du 12 octobre ont confirmé le départ de Julia, et dans la matinée du 13, le signal de son téléphone a été localisé à New York. Après que Julia Stansky a été exclue du cercle des personnes d'intérêt pour l'enquête, les enquêteurs ont décidé de vérifier toute personne ayant eu un contact avec Brandon. L'un des enquêteurs qui avait parlé à David Criato après l'incident avec son fils a remarqué quelque chose d'étrange. David ne se contentait pas de répondre aux questions, mais se précipitait aussi pour donner le plus d'informations possible de son propre chef. Sa réaction à la triste nouvelle a semblé artificielle à l'enquêteur, comme si elle avait été répétée à l'avance. Cela a incité les enquêteurs à prêter une attention particulière à David Cariata, car il était la dernière personne à avoir vu son fils. L'examen de la correspondance de David avec Julia à partir de septembre 2015 a révélé son caractère jaloux et ses soupçons d'infidélité de la part de sa petite amie. David devenait manifestement nerveux quand elle passait du temps avec d'autres étudiants. Un dialogue particulier entre David et Julia du 6 octobre 2015 a particulièrement intéressé les enquêteurs. Dans cette conversation, Julia demandait avec insistance à David de venir vendredi soir. Cependant, ses réponses étaient évasives et philosophiques, suggérant qu'on ne peut pas toujours obtenir ce que l'on veut. Puis, la conversation a pris une tournure inattendue. Julia a mentionné le fils de David et a exprimé son souhait que David cesse de le voir. Les réponses de David sont devenues de plus en plus énigmatiques. Il parlait de la possibilité de changer l'avenir, mais pas le passé. La question finale de Julia était particulièrement inquiétante. Elle a demandé quand le fils disparaîtrait de la vie de David et combien de temps elle devrait attendre pour cela. L'examen ultérieur du téléphone de David Criat a montré qu'il surveillait constamment les activités de Julia sur tous ses réseaux sociaux. Le soir de la disparition de Brandon, David a découvert un message d'un camarade de classe dans le compte Snapchat de Julia. Après cela, il a essayé d'appeler Julia, mais tous ses appels sont restés sans réponse. Les enquêteurs ont décidé d'inviter David Cariat à un nouvel interrogatoire. Cette fois, avec de nouvelles informations provenant du dispositif mobile, ils se sont concentrés sur ses actions la nuit de la disparition de son fils. David a de nouveau raconté qu'il avait lu 3 contes à Brendan avant de le coucher. Après que le petit se soit endormi, il a essayé de contacter Julia, sans succès. Il a également affirmé s'être couché vers 10 heures du soir et s'être réveillé à 6 heures du matin. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait fait quelque chose pendant la nuit, David a d'abord nié. Cependant, après des questions insistantes, il a admis qu'il était très inquiet à cause du rendez-vous de Julia avec un autre homme. Il a vérifié sa page Snapchat et a vu un message d'un type inconnu. David a consulté et mis à jour son profil jusqu'à environ 1h30 du matin avant de s'endormir. Il s'avère que David Cariat n'a pas dit la vérité au départ sur ses activités la nuit de la disparition de son fils. De plus, les enquêteurs ont découvert, en examinant les photos sur le téléphone de David, une image qui a particulièrement attiré leur attention. La photo a été prise environ 2 jours avant l'incident avec Brandon, dans un endroit proche de celui où l'enfant a été retrouvé plus tard dans un état préoccupant. Les enquêteurs ont également découvert que David considérait cet endroit comme spécial, doté d'une certaine énergie. Il y était souvent seul, ou avec sa petite amie Julia. Les enquêteurs sentaient donc que quelque chose n'allait pas dans cette histoire. Lorsque David Criato a réalisé qu'il était considéré comme un participant potentiel dans la disparition de son fils, il a contacté un avocat. Cela a compliqué le travail des forces de l'ordre, car il ne pouvait plus communiquer directement avec David,
ni clarifier les détails de cette soirée fatidique et des dernières heures de la vie de Brandon Criato. Le 11 janvier 2016, la police a arrêté David Criato sur la base de données obtenues à partir d'un appareil mobile. Lors de l'arrestation, il était resté impassible, n'a pas résisté et a été monté en silence dans la voiture de police. Au poste de police, il a été inculpé en lien avec la disparition de son fils Brandon. Selon l'accusation, David a appris tard dans la soirée du 12 octobre 2015 que sa petite amie Julia avait un rendez-vous avec un autre homme. Submergé par la jalousie et le désespoir, il aurait peut-être décidé que se débarrasser de son fils, comme Julia le souhaitait, pourrait sauver leur relation. Ensuite, selon les enquêteurs, David a emmené Brandon dans un endroit qu'il considérait comme spécial et où il allait souvent avec Julia. Il a laissé son fils près d'un ruisseau et est rentré tranquillement chez lui. Le matin, David a appelé les services de secours pour signaler la disparition de Brandon afin de détourner les soupçons de lui-même. Au début de l'année 2016, un long procès a commencé en lien avec la mystérieuse disparition de Brandon. Julia, qui venait d'avoir 17 ans, a témoigné dans cette affaire sans être soupçonnée. Cependant, l'enquête a rencontré des difficultés importantes. L'absence de preuves directes, de traces génétiques et de témoins oculaires, ainsi que les résultats ambigus des expertises médicales, ont conduit à ce que le jury ne puisse pas parvenir à un verdict unanime. En conséquence, une nouvelle audience a été programmée. Ce tournant des événements a surpris les enquêteurs et les proches de Brandon. Tout le monde comprenait que si, lors du second procès, le jury doutait encore de l'implication de David, il pourrait être entièrement acquitté et libéré. Le nouveau procès était prévu pour début juillet de la même année. Cependant, peu avant la date prévue, David a soudainement proposé de conclure un accord de culpabilité. Dans sa déclaration officielle, il a seulement admis avoir créé une situation où son enfant ne pouvait pas respirer, sans révéler plus de détails ni les raisons de cet incident. Selon l'accord conclu, David Criato a été condamné à 10 ans de prison pour négligence aggravée au lieu des 30 ans initialement encourus. Cela lui a également donné la possibilité d'une libération anticipée après 8 ans. Les proches de David Criato sont toujours convaincus de son innocence. Ils affirment qu'il a accepté l'accord de culpabilité uniquement pour éviter un nouveau procès. Samantha Denata, la mère de Brandon, ne peut toujours pas surmonter la perte. Elle visite souvent l'endroit où son fils a été trouvé dans un état critique. Les habitants ont installé un banc avec une plaque commémorative en l'honneur de Brandon. Assise là, Samantha se souvient de son enfant et réfléchit à la manière dont une personne qu'elle connaissait depuis de nombreuses années a pu commettre un acte aussi terrible qui lui a causé tant de chagrin. Au début de l'été, les élèves de toute la Grande-Bretagne attendaient avec impatience la fin de l'année scolaire et le début des vacances. Parmi eux se trouvait également Daniel Jones de East Hilbury, dans le comté d'Essex. Le matin du 18 juin 2001, Daniel se préparait pour l'école comme d'habitude. Vers 7h55, elle fit ses adieux à sa famille et se dirigea vers l'arrêt de bus pour prendre le bus scolaire. À 14h30, le téléphone sonna chez la famille Jones. À l'autre bout du fil, un enseignant de Daniel demandait pourquoi elle avait manqué les cours. Cette question frappa les parents de Daniel comme un coup de tonnerre. Ils ne comprenaient pas pourquoi leur fille n'était pas apparue à l'école. Elle n'avait aucune raison de manquer les cours. Daniela Sarah Jones est née à l'automne 1985 dans le comté d'Essex. Ses parents, Linda et Tony Jones, vivaient avec Daniela et ses 2 jeunes frères dans le petit village d'East Tilbury. Daniela était plutôt réservée, préférant le confort de la maison et parfois timide en présence d'autres personnes. Néanmoins, elle avait un excellent sens de l'humour et beaucoup d'amis.
Ce qu'elle aimait le plus, c'était les animaux. À la maison, elle avait 2 petits lapins doux qu'elle adorait plus que tout. Quand les parents de Daniela reçurent un appel de l'école, ils furent profondément troublés par cette nouvelle. Ils pensaient que même si leur fille avait décidé de sécher les cours, elle rentrerait sûrement avant la tombée de la nuit. Après tout, Daniela avait toujours peur d'être seule la nuit. Toute la journée, les proches et amis de Daniela essayèrent de la contacter. Ils envoyèrent des messages et l'appelèrent. Mais il n'y avait que le silence. Ce comportement n'était pas du tout typique de Daniela, ce qui inquiétait encore plus tout le monde. L'histoire de Danielle laissait de nombreuses questions sans réponse. Elle tenait toujours ses parents informés de ses plans, même quand elle voulait juste rendre visite aux voisins. D'habitude, elle appelait chez elle dès qu'elle atteignait sa destination. Quand il fit nuit et que Danielle n'était toujours pas rentrée, ses proches commencèrent à s'inquiéter et décidèrent de commencer à chercher. Linda Jones resta à la maison, espérant un appel ou le retour de sa fille. Vers minuit, quand il devint évident que quelque chose avait dû arriver à Danielle, les parents contactèrent les autorités pour demander de l'aide. Les enquêteurs interrogèrent d'abord l'entourage de la disparue. Après avoir constaté que Danielle n'avait aucune raison de quitter la maison et que toutes ses affaires étaient encore en place, il fut décidé de commencer immédiatement les recherches. Le frère cadet de Danielle fit une observation étrange. Le matin, il avait vu par la fenêtre sa sœur quitter la maison et emprunter le chemin habituel, mais elle se retourna soudain et prit une autre direction. Cela lui sembla inhabituel. La recherche fut lancée à grande échelle. Les enquêteurs, les maîtres chiens avec leurs chiens renifleurs, les proches et les amis suivirent trop la route habituelle de Danielle qu'elle prenait normalement pour aller à l'école. La mère ne ferma presque pas l'œil de toute la nuit. Elle attendait que sa fille rentre comme d'habitude à tout moment. Pendant les 3 jours suivants, la famille fouilla chaque coin de la maison, mais ne trouva rien de significatif. Toutefois, ils réussirent à trouver des gens qui avaient vu la disparue ce matin-là. Un couple d'étudiants l'avait vue se rendre au magasin à côté de l'arrêt de bus. Il s'avéra qu'elle n'était jamais montée dans le bus scolaire. Les recherches s'étendirent rapidement. La police passa de maison en maison dans la petite ville. Les enquêteurs parlèrent avec tous les résidents et leur demandèrent de vérifier leurs hangars et annexes. En même temps, la réponse de la communauté fut écrasante. Tous tentaient de soutenir la famille et beaucoup de locaux participaient eux-mêmes à la recherche. Mais même après plusieurs jours de recherche intense, aucune trace ne fut trouvée. Les proches et les connaissances de la disparue étaient désespérés. Néanmoins, ils continuaient de croire que leur fille bien-aimée était en vie et rentrerait bientôt à la maison. Les autorités locales reconnurent la gravité de la situation concernant la disparue Danielle et transférèrent l'affaire à l'équipe d'enquête centrale. Ils désignèrent un agent spécial comme interlocuteur pour la famille. Sa mission était de soutenir les proches pendant toute l'enquête et de leur transmettre rapidement les nouvelles informations. L'agent devait établir une relation de confiance avec les proches de Danielle pour mieux comprendre l'atmosphère familiale et dresser un profil de la disparue. Lors de la conversation, les parents exprimèrent leurs inquiétudes concernant la relation de leur fille avec l'oncle. Stuart Campbell, le mari de la sœur de Tony Jones, était proche de Danielle. Ce maçon de 43 ans et père de 2 enfants passait souvent du temps avec sa nièce et ses frères lorsqu'ils étaient là plus jeunes. Il jouait avec eux et les traitait comme ses propres enfants. Lors d'une conversation avec un enquêteur, Madame Jones partagea ses observations sur Stuart. Selon elle, il donnait l'impression d'être quelqu'un avec une haute estime de soi, bien qu'il possédât également un certain charisme. Son mari Tony entretenait une relation amicale avec lui, mais avouait occasionnellement à sa femme qu'il y avait quelque chose chez Stuart qui provoquait chez lui un malaise vague. Avec le temps, Stuart commença à accorder une attention particulière à Daniela, sa nièce.
Il avait pris l'habitude de la récupérer après l'école et de lui proposer un covoiturage. Cela mettait Daniela mal à l'aise, surtout en raison des regards curieux de ses camarades de classe. Stuart l'invitait fréquemment au cinéma et au café et tentait obstinément de tenir sa main pendant leurs promenades. Les visites de Stuart chez la famille Jones devinrent trop fréquentes, jusqu'à 4 ou 5 fois par semaine. Finalement, Linda et Tony décidèrent de limiter ces visites chez eux. Tony se souvenait d'un incident où Stuart, assis à côté de Daniela sur le canapé, insistait lourdement pour savoir pourquoi elle était si gênée et rougissante. Quand Tony entendit cette conversation, il décida d'intervenir et demanda à Stuart ce qu'il se passait. Campbell fit immédiatement un geste de la main pour indiquer que tout allait bien et s'éloigna rapidement. Après la conversation avec le représentant des autorités, les parents de Daniel partagèrent qu'ils commençaient seulement à comprendre. Il pourrait y avoir plus derrière le comportement de Stuart que la relation habituelle entre un oncle et sa nièce. Il semblait que Daniel avait tenté de s'éloigner de lui. Linda et Tony admettaient qu'ils avaient précédemment interprété ses actions comme une affection sincère et le désir d'être plus proche de leur famille. Et tout ce qui leur semblait étrange, ils le mettaient sur le compte de malentendus innocents. Ils essayaient de ne pas trop y prêter attention, de peur que cela nuise gravement aux relations familiales si leurs soupçons s'avéraient infondés. Après tout, la sœur biologique de Tony était l'épouse de Stuart. Un jour après que Daniel eut cessé de donner de ses nouvelles, Tony décida de rendre visite à son parent. La maison l'accueillit cependant dans le silence. En regardant par la fenêtre, il remarqua avec surprise un système de vidéosurveillance dans le salon, ce qui lui parut inhabituel. Encore plus étrange était le comportement de Stuart Campbell quand Tony le rencontra finalement. Il semblait complètement indifférent à la disparition de Daniel. De plus, Stuart était le seul qui ne montrait aucun intérêt à sa recherche. Pendant ce temps, les médias locaux continuaient de couvrir intensément la disparition de Daniel Jones. Face à l'intérêt croissant du public, les représentants des forces de l'ordre décidèrent d'organiser une rencontre avec les journalistes pour fournir des informations officielles sur l'affaire. Lors d'une rencontre avec des journalistes, les enquêteurs ont partagé des détails sur la disparition de Daniel. Ils ont demandé aux téléspectateurs des informations locales de signaler tout renseignement pouvant aider dans la recherche. Cette démarche s'est avérée fructueuse. De nombreux appels ont commencé à affluer au poste de police. L'un d'entre eux a particulièrement intéressé les enquêteurs. Un témoin a rapporté avoir remarqué une fille ressemblant à Daniel le matin où elle avait été vue pour la dernière fois. Elle se tenait à côté d'une camionnette bleue et se disputait bruyamment avec un homme. Fait intéressant, l'oncle de Daniel, Stuart Campbell, possédait une camionnette bleue similaire. Ce détail a éveillé de sérieux soupçons chez la police. Des craintes sont apparues que Campbell ait pu enlever sa nièce dans une direction inconnue. Avant d'inviter la personne suspecte à un entretien, les enquêteurs ont décidé d'examiner son passé. Ce qu'ils ont découvert les a grandement préoccupés. Il s'est avéré que cette personne avait déjà attiré l'attention des forces de l'ordre il y a de nombreuses années. À la fin des années 80, elle avait été arrêtée pour comportement inapproprié envers une jeune personne. Elle avait plaidé coupable, mais s'en était sortie avec une peine avec sursis et avait quitté le tribunal en personne libre. Linda et Tony savaient tous deux que leurs nouveaux parents avaient eu des problèmes avec la loi dans le passé. Cependant, lorsqu'ils essayaient d'en savoir plus, Stuart esquivait et assurait qu'il s'agissait de bagatelles. Il convainquait tout le monde qu'il avait été victime de diffamation puisque le tribunal l'avait finalement acquitté. L'enquête plus approfondie a conduit à des révélations choquantes. La police a découvert environ 30 cas où le nom de Stuart Campbell apparaissait. Il s'est avéré que, pendant de nombreuses années, il attirait de jeunes femmes en se faisant passer pour un photographe en vogue. Une fois seul avec elles, il les forçait à participer à des séances photos douteuses.
prétendant qu'il s'agissait de clichés pour des magazines luxueux. Compte tenu du passé de Campbell et de sa relation inhabituelle avec Daniel disparu, les enquêteurs devaient soit écarter les soupçons à son encontre, soit trouver des preuves de son éventuelle implication dans la mystérieuse disparition de sa nièce. Comme Daniel restait introuvable, les enquêteurs ont développé la théorie que Stuart Campbell la retenait peut-être contre son gré dans un endroit inconnu. Ils ont organisé une surveillance dans l'espoir qu'il les conduirait à l'endroit où se trouvait la disparue. Cependant, son comportement n'a fait que renforcer les soupçons des forces de l'ordre. Il ne montrait pas l'inquiétude qu'on attendrait d'un oncle dont la nièce avait disparu, sans laisser de traces. Au lieu de cela, Campbell passait étrangement du temps sur des parkings à photographier des voitures ressemblant à sa propre Nissan argentée. Lorsqu'il est devenu clair que la surveillance ne donnait pas les résultats escomptés, les enquêteurs ont décidé d'arrêter Campbell. Le 23 juin, 5 jours après la disparition de Daniel Jones, Stuart Campbell a été placé en garde à vue. Lors de l'interrogatoire par les enquêteurs, il a été clairement fait comprendre à Campbell qu'ils avaient de bonnes raisons de croire qu'il était au courant de la situation concernant Daniel. Cependant, Stuart a immédiatement commencé à tout nier, affirmant n'avoir aucune idée de l'endroit où elle se trouvait. De plus, il a assuré avoir une relation étroite et de confiance avec sa nièce. Selon Stuart, les relations de Daniel avec ses parents, Tony et Linda Jones, s'étaient détériorées à mesure qu'elle grandissait. Il a raconté qu'il jouait le rôle de médiateur entre Daniel et ses parents pour aider la famille Jones à éviter une rupture, car selon ses dires, ils étaient au bord de la séparation. Au cours de la conversation, il est apparu que Stuart Campbell avait un alibi solide. Au moment de la disparition de Daniel, il n'était pas à East Hillborough. Il s'était rendu dans la ville voisine pour acheter des matériaux de construction afin d'aider son voisin dans des travaux de rénovation. Il n'avait pas de reçu car ce magasin n'avait pas les marchandises nécessaires. Sur le chemin du retour, il s'était arrêté pour appeler sa femme et l'en informer. À son retour chez lui, il s'était immédiatement rendu chez le voisin pour poursuivre les travaux de rénovation. L'histoire de l'affaire Daniela Jones a laissé de nombreuses questions sans réponse. Malgré l'alibi douteux de Campbell, les forces de l'ordre n'ont pas pu trouver de raison suffisante pour le maintenir en détention. Il a été libéré sous caution jusqu'à la fin de l'enquête. Compte tenu du passé de Campbell, la perspective de sa libération inquiétait grandement les enquêteurs. Ils soupçonnaient qu'il pourrait représenter un danger, mais n'avaient pas de preuves solides pour porter plainte. Dans ce contexte, il avait été décidé de perquisitionner à nouveau la maison de la famille Jones. Lors de la fouille de la chambre de Daniela, ils ont trouvé une trousse avec 2 notes. La première disait « Bonjour, princesse. Au cas où tu n'aurais pas remarqué mes messages précédents, j'ai décidé d'en laisser un autre. Je veux que tu saches, ton sourire me manque. Bisous. » Lorsque les enquêteurs ont montré ces notes à Linda Jones, elle a assez été choquée et a déclaré les voir pour la première fois. Elle a raconté que toute la famille Jones était partie en vacances quelques semaines avant la mystérieuse disparition de Daniela. Linda soupçonnait que Stuart aurait pu s'introduire dans la chambre de Daniela pendant leur absence et laisser ses messages. Santasero, le père de Daniela, s'est souvenu d'un détail important. Avant leur départ, Campbell avait installé une nouvelle porte arrière dans leur maison. Un soupçon est né qu'il aurait pu faire un double de la clé de la nouvelle porte à ce moment précis. L'enquête a conduit à la nécessité de fouiller la maison de la famille Stuart Campbell. Après avoir obtenu l'autorisation appropriée, les enquêteurs ont commencé l'inspection. Une grande quantité d'équipements photographiques a été découverte dans la maison, ce qui en soi n'éveillait pas de soupçons. Cependant, les découvertes ont pris une tournure inquiétante. Parmi les effets personnels de Campbell, des images préoccupantes ont été trouvées. Les photographies de jeunes personnes étaient pas de nature inappropriée et semblaient avoir été prises avec l'appareil photo du propriétaire lui-même. De plus, des images de contenu similaire téléchargées depuis Internet ont été trouvées.
Les découvertes les plus troublantes attendaient les enquêteurs dans le grenier. Dans un sac double, il y avait des objets qui donnaient à la matière à réflexion. Des sous-vêtements, des moyens de contention et des jouets pour adultes. Une paire de chaussettes blanches avec des traces à peine visibles a attiré une attention particulière et a été envoyée pour un examen plus approfondi. Au cours de l'inspection, une camionnette bleue appartenant à Campbell a également été saisie. Stuart Campbell a affirmé avoir des informations selon lesquelles Danielle n'avait pas disparu, mais avait elle-même décidé de quitter la maison en raison de désaccords constants entre ses parents. Pour confirmer ses dires, il a présenté aux enquêteurs un message prétendument reçu du numéro de Danielle le jour de sa disparition. Il disait « Salut Stu, merci. Tu es pour toujours le meilleur oncle. Dis à maman que je suis vraiment désolé. » Cette information a donné aux parents de Danielle l'espoir que leur fille se cachait quelque part. Cependant, ils étaient extrêmement inquiets qu'elle ne les ait pas contactés jusqu'à présent et qu'elle ne soit pas revenue. Un spécialiste en analyse de texte a examiné le prétendu message de Danielle. Il a constaté qu'il était écrit en majuscules alors que Danielle utilisait normalement des minuscules. Les enquêteurs ont demandé des données au fournisseur de téléphonie mobile de Campbell. Il s'est avéré que l'appel que Campbell prétendait avoir passé à sa femme en rentrant du magasin de bricolage le jour de la disparition de Danielle avait été fait depuis East Loughborough et non de l'endroit où Campbell affirmait avoir été. Mais le plus remarquable était que les signaux des appareils mobiles de Campbell et de Danielle Jones avaient maintes été localisés près de la maison de Campbell et étaient restés actifs encore 30 heures après sa disparition. 30 jours après que Danielle Jones a rompu le contact, ses proches inquiets se sont adressés au public via les médias. Ils espéraient trouver de nouveaux indices et toute information qui pourrait faire la lumière sur l'affaire. La famille a appelé tous ceux qui pourraient savoir ou avoir vu Danielle, mais qui, pour une raison quelconque, n'avaient pas encore communiqué ces informations aux autorités, à partager enfin ce qu'ils savaient. Après un certain temps, les proches de Jones, avec des représentants des forces de l'ordre, ont distribué environ 1500 tracts avec des photos de Danielle. Parallèlement, les enquêteurs ont reçu les résultats de l'examen des chaussettes blanches trouvées dans le grenier de Stuart Campbell. Les conclusions des experts étaient inquiétantes. Des traces liées à la fois à Campbell et à Danielle Jones ont été trouvées sur le vêtement. Sur la base des données recueillies, Stuart Campbell a été placé en détention sans possibilité de libération sous caution. Il a été emmené au poste, où il a été accusé de possession d'images inappropriées. Cependant, cette accusation ne servait que de motif formel pour l'arrestation et permettait aux enquêteurs de poursuivre l'enquête et de préparer des accusations plus graves liées à la disparition de Danielle Jones. Un parent du suspect lui a rendu visite peu après son arrestation. Après avoir parlé avec lui, le parent a informé les forces de l'ordre qu'il était profondément convaincu que le détenu mentait. Il s'est également avéré que le suspect tenait des notes que les enquêteurs qualifieraient sans plus tard de journal de la disparue. Il y notait chaque interaction avec elle, que ce soit un appel ou un message envoyé. Ces notes montraient clairement qu'il était excessivement fasciné par elle. Malgré l'absence de preuves concluantes de la disparition, les enquêteurs avaient quand même rassemblé suffisamment d'indices pour porter plainte pour implication dans la mystérieuse disparition. Après l'inculpation, le suspect est resté sous la surveillance des forces de l'ordre pendant près d'1 an. Durant cette période, plus de 500 signalements provenant de toute la Grande-Bretagne et d'Europe ont été reçus, affirmant que la disparue était apparemment saine et sauve. Cela a posé des difficultés considérables à la police locale, car chacun de ces signalements nécessitait une vérification approfondie. S'il y avait eu la moindre possibilité qu'elle se trouve encore quelque part et que ce signalement soit passé inaperçu, cela aurait pu être un argument de poids pour les avocats de Campbell devant le tribunal.
Dans les mois précédant le début du procès, les efforts pour retrouver Daniel ont été considérablement intensifiés. Il ne s'agissait pas seulement de trouver des preuves clés pour l'enquête, mais aussi d'apporter le réconfort émotionnel si nécessaire à ses proches. 12 jours avant le début du procès contre Campbell, des restes humains ont été découverts. Les enquêteurs ont déterminé qu'ils appartenaient à l'écolière disparue, nommée Millie Dowler. Comme il s'est avéré plus tard, un certain Levi Bellfield était impliqué dans sa disparition. Il devrait répondre de ses actes toute une décennie après la découverte des restes de Millie. Le 14 octobre 2002, le procès de Stuart Campbell, l'homme marié à la sœur du père de Daniel, a commencé. Linda et Tony Jones lui faisaient confiance. Il se faisait passer pour un parent attentionné. L'histoire de Stuart Campbell soulevait de nombreuses questions. Il était accusé d'un grave délit contre Daniel Jones. Cependant, Campbell semblait confiant et insouciant face aux accusations portées contre lui, sachant que Daniel n'avait pas été retrouvé. Les enquêteurs soupçonnèrent que Campbell communiquait secrètement avec Daniel sans en informer Tony et Linda. Il semblait qu'il était très fasciné par elle et ait essayé de semer la discorde entre la jeune fille et ses parents. Daniel a été vu pour la dernière fois en train de parler avec quelqu'un dans une camionnette bleue similaire à celle de Campbell. Une paire de chaussettes blanches avec l'ADN de Campbell et de Daniel a été trouvée dans le grenier de Campbell. Ces notes personnelles ont révélé un intérêt malsain pour les jeunes personnes. Une pièce à conviction importante était des messages prétendument envoyés par Daniel. Une enquête a révélé que Campbell en était lui-même l'auteur et tentait d'induire l'enquête en erreur. Les données de l'opérateur de téléphonie mobile ont réfuté son alibi. Tout au long du procès, Campbell a gardé le silence. Il ne transmettait que des notes occasionnelles à ses défenseurs lorsque quelque chose ne lui convenait pas. Après près de 3 mois de procès, les jurés ont rendu leur verdict. Stuart Campbell a été reconnu coupable et condamné à une longue peine de prison, avec possibilité de révision après 20 ans. Jusqu'en 2019, le lieu où se trouvait Daniel Jones est resté inconnu. Linda Jones a soutenu une initiative en mémoire de Helen McCart, dont le destin a pris une tournure tragique. Cette proposition visait à restreindre les droits de ceux qui retiennent des informations importantes aux enquêteurs. Helen travaillait dans une compagnie d'assurance lorsque sa vie a pris fin brusquement en 1988. Ian Sims, l'homme lié à sa disparition, n'a jamais révélé toutes les circonstances de l'affaire. L'appel à l'adoption d'une nouvelle loi a recueilli plus de 100 000 signatures et a trouvé un soutien au plus haut niveau du gouvernement. En 2021, un livre intitulé « Mon parent au passé sombre » a vu le jour, dont l'auteur était Alex Sharkey, le frère de Stuart Campbell. Dans cet ouvrage, Alex partageait ouvertement l'histoire de sa vie aux côtés de son frère et décrivait en détail les événements qui ont suivi la mystérieuse disparition de Daniel Jones. Lorsque 2 décennies se sont écoulées depuis la disparition de Daniel, les forces de l'ordre des sexes ont organisé un événement commémoratif en son honneur. Les enquêteurs ont assuré aux proches de Daniel qu'ils ne perdaient pas espoir et poursuivaient les recherches afin que la famille puisse trouver la paix et clore ce triste chapitre de leur vie. À Statesboro, une petite ville universitaire de Géorgie, connue pour son hospitalité, un incident a secoué les habitants. Danielle Davis, une jeune femme de 19 ans, a été retrouvée dans sa chambre universitaire dans des circonstances qui ont suscité de vives inquiétudes parmi les autorités. Les étudiants étaient inquiets et craignaient pour leur sécurité. Les enquêteurs comprenaient la nécessité de résoudre l'affaire rapidement. Cependant, le motif de l'incident restait flou. Danielle était une personnalité populaire et remarquée sur le campus, une étudiante sans ennemis apparents. Elle n'étudiait à l'université que depuis 3 mois, mais elle était déjà devenue une figure connue.
Pour son 18e anniversaire, elle s'était acheté une Mercedes sportive avec l'argent hérité de sa grand-mère. Ses amis remarquaient sa capacité à s'amuser et son rire fort, aigu et joyeux, qui attirait les gens. À l'automne 2009, Danielle a commencé sa première année au Ogeechee Technical College. Elle a rapidement trouvé de nombreux amis et est devenue une invitée fréquente aux fêtes étudiantes. Son charisme attirait autant les filles que les garçons, y compris un admirateur instable de Savannah. Malgré sa vie sociale active, Danielle ne négligeait ni ses études, ni sa famille. Elle prévoyait de passer les vacances d'hiver à s'occuper de sa mère Stéphanie après une opération cardiaque. C'est la santé de sa mère qui a inspiré Danielle à étudier la médecine. Cependant, la jeune femme ne soupçonnait pas que sa gentillesse et son ouverture pourraient entraîner des conséquences inattendues qui changeraient en sa vie de manière imprévisible. Le mardi 8 décembre 2009 s'annonçait comme une journée éprouvante pour Danielle et sa famille. La mère de la jeune femme, Stéphanie, se préparait pour une opération cardiaque sérieuse et voulait absolument voir sa fille avant l'intervention. Danielle avait un emploi du temps chargé. Elle devait passer un examen le matin, puis se rendre immédiatement à l'hôpital, situé à 3 heures de route. Stéphanie était très inquiète et trouvait du réconfort à l'idée que sa fille arriverait bientôt pour la soutenir. Avec Stéphanie se trouvait sa mère, Dale. Les deux femmes attendaient avec impatience l'arrivée de Danielle. Mais lorsqu'il fut 1 heure de l'après-midi et que Stéphanie devait déjà être préparée pour l'opération, la jeune femme n'était toujours pas arrivée et son téléphone portable ne répondait pas aux appels. Stéphanie appela 5 ou 6 fois et Dale autant, sinon plus, mais Danielle ne répondit pas. C'est alors qu'elles comprirent que quelque chose d'imprévu avait dû se produire. Il était totalement inhabituel pour Danielle de ne pas se présenter, car elle était toujours là lorsque sa mère subissait des interventions médicales. Dale commença à craindre le pire. Elle soupçonnait que Danielle avait pu être victime d'un accident de la route, sachant que la jeune femme s'était couchée tard pour réviser son examen et qu'elle aurait pu s'endormir au volant. Les derniers mots de Stéphanie avant d'être emmenée en salle d'opération furent « Trouve Danielle, quelque chose ne va pas ». Dale s'attela immédiatement à la tâche pour accomplir la demande de sa fille. Elle appela l'administration de la résidence où vivait Danielle et leur demanda de vérifier si tout allait bien en expliquant la situation. L'administration promit de rappeler dans une demi-heure. Vers 3 heures de l'après-midi, l'enquêteur Jody Stafford reçut un appel urgent. L'administrateur de la résidence avait trouvé Danielle dans sa chambre dans des circonstances qui suscitaient de vives inquiétudes et avait immédiatement contacté les services d'urgence. Stafford se précipita sur les lieux sans savoir à quoi s'attendre. Dans son service de police, les signalements de ce genre de cas étaient rares. Habituellement, les services d'urgence arrivaient en premier et dans 99% des cas, concluaient à des causes naturelles. Stafford soupçonnait même que l'administrateur de la résidence avait pu se tromper. Cependant, lorsque l'agent arriva au complexe résidentiel, il comprit rapidement que la situation était beaucoup plus grave qu'il ne l'avait initialement supposé. Sur les lieux du crime, l'agent Stafford a rencontré l'administrateur du bâtiment profondément bouleversé et son collègue devant la chambre de Danielle au 2e étage. Il était évident qu'ils avaient été confrontés à quelque chose d'extrêmement troublant. La femme avait du mal à contenir ses émotions, tandis que l'homme semblait choqué, avec une expression absente sur le visage. L'administrateur a expliqué que, lorsque Danielle n'a pas répondu, il est entré avec sa clé de service et, après avoir vu la situation, il est immédiatement sorti de la chambre. Lorsque l'agent est entré dans la chambre, il a compris la raison de leur état. La pièce présentait des signes d'un incident grave au cours duquel Danielle avait été en danger. Elle était allongée sur le sol à côté du lit, partiellement recouverte de divers objets, ce qui donnait l'impression d'une tentative de dissimulation.
Après avoir soigneusement retiré les objets, les agents ont constaté que les vêtements de Daniel étaient en désordre et que son visage portait des traces de blessures. Sur les lieux du crime, les enquêteurs ont découvert quelque chose de curieux qui indiquait une agression extrême de la part du coupable en raison des marques de pression nettes sur le cou. La découverte la plus inquiétante a été un crayon mécanique trouvé dans une position dangereuse qui obstruait la respiration normale de Daniel. Il semblait que quelqu'un avait intentionnellement tenté de lui causer un grave préjudice. Les enquêteurs se sont retrouvés face aux questions suivantes. Comment un événement aussi horrible a-t-il pu se produire et qui pourrait faire cela à une étudiante innocente? Le 8 décembre 2009, un incident tragique s'est produit avec Daniel Davis dans un appartement étudiant du collège technique Ogeechee. La nouvelle choquante s'est rapidement répandue sur le campus, déclenchant une vague d'inquiétude et de peur. Une journaliste du journal Hollydale Brock a noté qu'il y avait longtemps qu'elle n'avait pas observé un tel niveau de peur parmi les résidents. Les étudiants étaient effrayés et se posaient de nombreuses questions sur leur sécurité. Ils craignaient qu'un criminel dangereux puisse rôder dans la région. Cependant, leur inquiétude n'était rien comparée au sentiment profond de la famille de Daniel, qui ne comprenait pas qui et pourquoi aurait pu faire du mal à leur fille. L'enquête a été confiée au procureur et à l'enquêteur expérimenté Jake Wynn. La situation était compliquée par le fait qu'il s'agissait de la semaine des examens et que tous les étudiants, y compris les témoins potentiels, rentreraient bientôt chez eux pour Noël. Il était donc extrêmement important de mener toutes les étapes nécessaires de l'enquête dans les plus brefs délais. Les étudiants qui étaient encore au collège ont organisé une veillée improvisée devant la chambre de Daniel. Plus la police passait de temps sur les lieux, plus les gens se rassemblaient autour. Certains priaient, d'autres ne pouvaient à pas retenir leurs larmes. À la surprise de la police, un groupe d'étudiants sombres a fourni un indice potentiel. Deux jeunes hommes, Gerard Cook et Kurt Haidt, se sont approchés des enquêteurs et ont raconté qu'ils avaient passé la soirée précédente avec Daniel. Ce fut un moment clé, car ils faisaient partie des derniers à l'avoir vue vivante. Les amis de Daniel ont raconté qu'ils lui avaient rendu visite la veille, avec leur ancien camarade de classe, Daryl Priestley. Bien qu'ils ne soient l'un pas des amis proches, Daniel, étant loin de chez elle, considérait Daryl comme l'un des siens. Ils venaient de la même ville, ce qui facilitait leur communication par rapport à de nouvelles connaissances. Gérard et Kurt étaient bouleversés par la nouvelle de ce qui était arrivé à Daniel et ont proclamé leur innocence. Cependant, malgré leur déclaration volontaire, les enquêteurs ne les ont pas exclus de la liste des suspects potentiels. Lors de l'enquête sur un incident grave, il est important de trouver une confirmation indépendante des déclarations de chaque témoin. C'est pourquoi leurs paroles n'ont pas été acceptées comme vraies, sans vérification supplémentaire. Gérard et Kurt, dans l'espoir d'aider à l'enquête, ont raconté en détail aux détectives les événements de la veille. Ils sont arrivés chez Daniel vers 6 heures du soir avec Daryl Priestley. Gérard devait récupérer sa voiture, qui était garée en dehors de la ville, et Daniel a proposé de les conduire. Après environ 1 heure, ils sont retournés dans la chambre de Daniel, où ils ont décidé de passer du temps à regarder la télévision et à se remettre de la semaine épuisante des examens. Ils ont dit que Daniel avait accueilli les invités avec joie. Les garçons sont partis vers 10h30, laissant Daniel de bonne humeur. Malgré la sincérité apparente du récit de Gérard et Kurt, les enquêteurs ont décidé de vérifier plus en profondeur leurs déclarations. Seul Daryl Priestley pouvait confirmer leurs paroles, mais il s'est avéré difficile à trouver. Le détective a essayé de le contacter pendant plusieurs heures, mais sans succès. Entre-temps, les résultats de l'examen médical sont arrivés. Ils ont réfuté les hypothèses initiales sur la nature de l'incident, ce qui a apporté un certain soulagement à la société
et à la famille de Daniel. L'analyse a montré que le dénouement tragique avait été causé par une perturbation de la fonction respiratoire, provoquée par une action extérieure avec usage de la force physique. Ces informations ont permis aux enquêteurs de mieux comprendre les circonstances de l'incident, même si elles n'ont pas atténué la tragédie pour les proches de Daniel. Une découverte clé a été la présence de cellules cutanées sur l'arme du crime, ce qui a donné aux enquêteurs l'espoir d'identifier le coupable grâce à une analyse ADN. Certains détails révélés au cours de l'enquête ont dérouté les enquêteurs. Ils étaient particulièrement intrigués par la question de l'utilité du crayon mécanique trouvé dangereusement près des voies respiratoires de Daniel. Les experts ont déterminé que cette action n'avait eu lieu qu'après que Daniel n'avait plus montré de signes de vie. Les détectives se demandaient s'il s'agissait d'une forme de moquerie ou d'une sorte de carte de visite du coupable. Les enquêteurs ont envisagé un large cercle de suspects potentiels, y compris les 3 personnes qu'ils connaissaient déjà, ainsi que d'autres connaissances de Daniel sur le campus et au-delà. Une attention particulière a été portée à Shane Holman, le petit ami instable de Daniel, qui vivait à Savannah, à seulement 1 heure de route. L'expérience a montré que dans de tels cas, les partenaires proches ou anciens des victimes sont souvent impliqués. Dans l'enquête sur le cas de Daniel Davis, les détectives se sont concentrés sur son petit ami, Shane Holman. Ils ont appris que Daniel se rendait souvent à Savannah, où ils passèrent du temps ensemble. Malgré les affirmations de Shane selon lesquelles il n'avait pas vu la jeune fille depuis plusieurs semaines, les enquêteurs ont décidé d'examiner cette piste de manière approfondie. Compte tenu de la nature de sa relation avec Daniel, les agents s'attendaient à ce que Shane fasse tout pour être exclu du cercle des suspects, en particulier en tenant compte de la fréquence des crimes passionnels. Après la découverte de Daniel dans sa chambre de résidence universitaire à Statesboro, en Géorgie, de nombreuses versions des faits ont émergé. Daphne Jari, assistante du procureur du district d'Ogeechee, soupçonnait que le crime avait été commis dans un accès d'émotion. La nature des blessures subies par Davis suggérait que l'incident était de nature personnelle et pourrait être lié à quelqu'un qui la connaissait. Daniel n'avait rencontré Shane que quelques mois avant la tragédie. Elle travaillait les week-ends comme serveuse à Savannah pour gagner un peu d'argent, et c'est là qu'ils se sont rencontrés. Une sympathie immédiate est née entre eux, mais en raison des études de Daniel, ils ne pouvaient se voir que les week-ends. Shane a insisté sur son innocence et s'est déclaré prêt à aider l'enquête de toutes les manières possibles. Cependant, les détectives ont remarqué des bizarreries dans son comportement. Au cours d'une conversation téléphonique, l'enquêteur n'a pas entendu dans la voix de Shane le regret ou la consternation attendue, ce qui semblait suspect. Shane a affirmé qu'il se trouvait à Savannah au moment de l'incident, mais les enquêteurs ont compris que cela n'excluait pas la possibilité qu'il se rende à Statesboro, étant donné la courte distance entre les 2 villes. Un intérêt particulier a été suscité par le récit de Shane concernant un appel téléphonique avec Daniel la nuit de l'incident. Il a affirmé que Daniel l'avait appelé à 22h35 et pendant leur conversation de 15 à 20 minutes, son ami Abby Norris était venu la voir. L'enquêteur Jake Wynne, qui sentait qu'il y avait quelque chose qui clochait dans l'histoire de Shane, a décidé de vérifier son récit en profondeur. Une figure clé de l'enquête est devenue Abby Norris, qui pourrait avoir été la dernière personne à avoir vu Daniel. La recherche d'Abby est devenue une priorité pour les enquêteurs, car elle pourrait être soit une suspecte potentielle, soit un témoin clé qui pourrait éclairer les dernières heures de Daniel. Les détectives ont découvert qu'Abby était une étudiante de première année dans un collège voisin. Lorsque l'enquêteur Wynne a parlé avec elle, la jeune fille semblait confuse et irritée par l'interrogatoire. Abby a affirmé qu'elle n'était pas allée chez Daniel la nuit de l'incident, mais qu'elle se préparait pour un examen. Elle a dit qu'elle et Daniel ne s'étaient pas vus depuis plusieurs semaines en raison des vacances à venir. Cela a créé une contradiction.
Daniel avait dit à Shane qu'Abby était venu la voir, mais Abby l'a nié. Il est devenu suspect que soit Daniel ne voulait pas que Shane sache qui était réellement venu, soit Abby cachait sa visite. Pour confirmer ses dires, Abby a mis son téléphone à la disposition de la police. Son histoire a été corroborée par des conversations avec d'autres personnes. De plus, les caractéristiques physiques d'Abby, elle était très frêle, rendaient sa participation à cet incident peu probable. Les enquêteurs ont conclu que soit Shane ne disait pas la vérité, soit Daniel avait trompé Shane au sujet de la visite d'Abby. De manière inattendue, Daryl Priestley, le troisième ami avec lequel la police n'avait pas encore parlé, s'est présenté au poste de police. L'adolescent, grand et costaud, donnait l'impression d'un gentil géant, prêt à raconter la soirée de l'incident. Daryl a rapporté que pendant leur visite chez Daniel, il était difficile de se détendre à cause des appels incessants de Shane. Selon lui, Shane a appelé entre 10h et 10h30 du soir. Daryl a également mentionné que Daniel ne voulait pas répondre, craignant la colère de Shane s'il découvrait la présence des 3 garçons dans sa chambre. Ces déclarations de Daryl différaient fortement de la version des événements présentée par Shane, ce qui a particulièrement attiré l'attention de l'enquêteur Wynne. Il est devenu nécessaire de clarifier ces contradictions pour éclaircir les circonstances de la soirée de l'incident. L'enquêteur Wynne décida de vérifier l'alibi de Daryl, qui avait auparavant été confirmé par ses amis Gérard et Kurt. À l'origine, Daryl avait dit qu'il avait quitté Daniel vers 10h30 et qu'il était allé à la bibliothèque pour étudier. Cependant, lorsqu'on lui demanda si quelqu'un d'autre pouvait confirmer sa présence là-bas, la situation devint confuse. Les détectives mentionnèrent qu'il y avait un système de vidéosurveillance de haute qualité à la bibliothèque, capable de déterminer avec précision son heure d'arrivée et de départ. En entendant cela, Daryl changea soudainement de version. Il rit et admit qu'il n'était en réalité pas allé à la bibliothèque. Selon sa nouvelle déclaration, il s'était rendu au bâtiment, mais s'était rendu compte qu'il avait oublié sa clé USB contenant tout son matériel d'études et n'était donc pas entré. Ce changement soudain dans son témoignage alarma beaucoup les détectives. Ils remarquèrent que Daryl semblait avoir du mal à se souvenir des événements de la soirée, ce qui ne devrait pas être difficile pour des événements récents. Après avoir changé de version, les policiers demandèrent à Daryl s'il était prêt à fournir un échantillon d'ADN. Il accepta volontiers. L'enquêteur Wynne espérait également obtenir un échantillon d'ADN de Shane, le petit ami de Daniel. Pendant ce temps, les détectives de Statesboro reçurent une nouvelle piste apparemment prometteuse. Un certain Mitch Carson rapporta qu'il avait des informations importantes concernant l'affaire Daniel Davis. Il affirma avoir parlé à Daniel quelques jours avant la tragédie, et elle lui avait raconté un incident inquiétant avec un homme à Savannah. Cette information intéressa les enquêteurs, car elle pouvait pointer vers Shane, qui vivait à Savannah, ou vers une personne inconnue qui aurait peut-être suivi Daniel depuis Savannah. La police de Savannah contacta immédiatement les enquêteurs de Statesboro et leur transmit cette nouvelle information. Cependant, lorsque les enquêteurs commencèrent à parler avec Mitch, la conversation prit un tournant inattendu. Au lieu de se référer à Daniel par son nom habituel, il mentionna son nom complet, Brandy Daniel Davis. Cela sembla étrange. Soit il était excessivement formel, soit il parlait d'une autre personne. Pour clarifier la situation, les détectives demandèrent à Mitch d'identifier Daniel à partir d'une photo. En voyant l'image, Mitch se rendit compte qu'il parlait d'une toute autre Daniel Davis. Il expliqua qu'il avait lu à propos de l'horrible incident dans le journal, où il n'y avait pas de photo, et avait conclu précipitamment qu'il s'agissait de son amie appelée Brenda Daniel, qui avait quelques problèmes. Réalisant que cette information n'avait rien à voir avec leur enquête,
Les officiers écartèrent cette fausse piste et continuèrent à travailler sur l'affaire en revenant à l'examen des principaux suspects et des preuves. Les détectives ont décidé de rendre visite à Shane, le petit ami de Daniel, sans prévenir pendant leur séjour à Savannah. Ils espéraient qu'il serait prêt à parler. Cependant, au lieu d'une rencontre en personne, l'avocat de Shane leur a fourni des déclarations écrites détaillées. Celles-ci décrivaient en détail les actions de Shane, son lieu de séjour et ses contacts avec Daniel le jour de la tragédie. Les enquêteurs ont examiné attentivement les relevés téléphoniques de Daniel en leur possession. Ils ont confirmé les déclarations de Shane concernant les événements de la soirée, y compris l'appel tardif de Daniel. Shane a décrit avec précision l'heure de l'appel et les tentatives ultérieures de la joindre. Grâce aux informations détaillées sur l'emplacement des appels sortants, les détectives ont pu confirmer que Shane se trouvait effectivement à Savannah au moment de l'incident. Cela a permis de l'exclure de la liste des suspects. Cependant, Shane insistait toujours sur le fait que quelqu'un était apparu à la porte de Daniel pendant leur conversation téléphonique. Selon lui, Daniel a dit qu'Abby était venue et qu'elle la rappellerait plus tard. Les enquêteurs savaient déjà que ce n'était pas Abby, ce qui soulevait de nouvelles questions. Qui est réellement venu voir Daniel? Et pourquoi ne disait-elle pas la vérité à Shane? L'examen supplémentaire du registre des appels de Daniel a conduit, près de 2 semaines après la tragédie, à une découverte inattendue. Il s'est avéré que Daniel avait composé le numéro de Daryl Priestley 2 fois après avoir parlé à Shane. Ce fait est devenu une avancée significative dans l'enquête. L'enquêteur Wynne s'est immédiatement rendu à McDonough, en Géorgie, où Daryl passait ses vacances. Daryl a accepté d'être interrogé et est entré dans la salle sans presque montrer d'émotion. Cependant, son calme a vacillé lorsque les enquêteurs lui ont présenté les relevés d'appel. Sous la pression des preuves, Daryl a admis qu'il était retourné chez Daniel vers 11h du soir pour récupérer son téléphone soi-disant oublié. Cette explication a révélé qui avait réellement frappé à la porte de Daniel pendant qu'elle parlait à Shane. Selon Daryl, lui et Daniel cherchèrent son téléphone et elle a appelé son numéro pour retrouver l'appareil. Ces appels ont expliqué les appels brefs enregistrés dans les relevés téléphoniques. Cependant, les enquêteurs soupçonnaient que Daryl avait peut-être laissé son téléphone intentionnellement comme prétexte pour revenir. Ils pensaient que Daryl avait peut-être été attiré par Daniel et était revenu avec certaines intentions. Ces nouveaux détails ont considérablement modifié le cours de l'enquête et ont concentré l'attention sur le rôle de Daryl dans les événements de la soirée et ses motivations possibles. Les enquêteurs devaient maintenant découvrir ce qui s'était réellement passé après que Daryl soit retourné dans la chambre de Daniel. Sous la pression des preuves, Daryl commença à révéler les détails de l'incident. Il affirma que tout avait commencé par une bagarre pour rire avec Daniel. Selon ses dires, elle serait apparemment tombée accidentellement, et il y aurait eu un accident avec un objet de bureau qui représentait une menace pour les voies respiratoires de Daniel. Daryl expliqua qu'il avait paniqué en voyant Daniel avoir des difficultés à respirer. Au lieu d'appeler à l'aide, il décida de modifier l'environnement dans la chambre. Cette version éclaircissait le mystère de l'objet de bureau qui, selon les experts, avait été placé là après que Daniel ne montrait plus aucun signe de vie. Les enquêteurs soupçonnaient que Daryl aurait pu faire cela pour étayer sa version d'un accident. Le 22 décembre 2009, Daryl Priestley fut arrêté pour son implication dans la tragédie de Daniel. Conscient de la gravité des preuves contre lui, il avoua sa culpabilité. Le 10 janvier 2010, le tribunal prononça une peine d'emprisonnement à perpétuité. Sur la base des preuves recueillies, la police reconstitua les événements de cette nuit-là. On suppose que Daryl, en retournant dans la chambre de Daniel, persista dans ses intentions. Face au rejet, il perdit le contrôle.
Les enquêteurs pensent qu'il utilisa une force excessive, ce qui conduisit à l'issue tragique. Les enquêteurs supposent que la manipulation de l'objet de bureau était une tentative de créer une fausse version des événements pour de futures explications. En réalisant la gravité de la situation, Daryl tenta de modifier l'environnement dans la chambre en couvrant Daniel avec ses affaires. Le public considéra la sentence comme une punition appropriée pour l'acte. Les habitants de Statesboro continuent de garder un souvenir lumineux de Danielle, une étudiante qui était aimée et respectée par beaucoup. La mère de Danielle trouve du réconfort dans la pensée du nombre de vies que sa fille a touchées. Elle croit que le destin de Danielle était d'avoir une influence positive sur la vie de ses amis. Selon ses mots, Danielle continue d'influencer de nombreuses personnes même après sa mort, au-delà du cercle de sa famille et de ses amis proches, laissant des traces dans les cœurs de ceux qui l'ont connue et même de ceux qui ont appris son histoire plus tard.